Elle pensait qu'il serait facile de m'effacer. L'avocat a ri comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Je suis restée figée, chaque souvenir de 43 ans avec Patrick me traversant comme une tempête. Mais même, le silence a sa manière de dire la vérité. La salle était immaculée. Chaque chaise parfaitement alignée. L'air sentait légèrement le café et l'encre. Stérile, mais étrangement intimidant. Ma belle-fille, Rebecca, se tenait à la tête de la longue table. Elle ne m'a pas regardée quand je suis entrée. J'ai trouvé la seule chaise libre, tout au bout. Le poids du moment m'écrasait, mais je refusais de me laisser briser. Patrick était parti depuis à peine une semaine, et déjà le monde semblait incliné. La vie que nous avions construite ensemble, brique après brique, Rebecca s'est éclairci la voie et a commencé. Action, compte de fiducie, tout était énuméré, avec une froideur clinique. Chaque nom que je m'attendais à entendre. Puis vint la ligne qui coupa le plus profond. Je me souvenais des nuits passées au chevet de Patrick, à l'hôpital, le corps endolori sur une petite chaise, tandis qu'il murmurait ses inquiétudes pour l'avenir. J'avais tenu sa main quand il pouvait à peine la lever, partager ses rires, ses projets, ses rêves tranquilles. Et maintenant, dans cet espace lisse et contrôlé, aucune reconnaissance. Pas un mot. Rien d'autre que la récitation froide et professionnelle de ce que Rebecca prétendait être la loi. Le rire de l'avocat sonnait faux plus tôt. Je ne l'avais pas compris sur le moment. Mais, à présent, mes yeux ont parcouru la pièce, notant la légère tension dans les épaules des collaborateurs, les éclairs d'inconfort derrière les façades lustrées. Ils étaient tous complices de l'illusion, suivant un scénario répété sans moi. Quand Rebecca eut terminé, un des collaborateurs hésita, et la part de Madame Sloan, sa voix vacillait, comme s'il questionnait un détail commodément oublié. Rebecca ne leva pas les yeux. Ses mains continuaient à bouger, empilant des dossiers comme une machine. Aucune distribution ne lui est attribuée dans le dossier actuel, plate, finale. Ma présence dans cette salle, mon rôle dans la vie de Patrick. J'ai pris une lente inspiration, la laissant remplir ma poitrine. La colère bouillonnait, mais je l'ai contenue. Ce n'était pas encore le moment. La pièce me paraissait à la fois incroyablement petite, et pourtant, les invités partiraient bientôt, emportant leurs sourires polis et leurs condoléances murmurées. Ils n'avaient pas vu les mois de soins, les sacrifices faits en silence. Pour eux, ce n'était qu'une autre procédure de succession. Une fois la réunion terminée, j'ai attendu que les autres s'en aillent. Rebecca a rassemblé ses dossiers avec le même soin méticuleux dont elle avait fait preuve tout du long. Son sourire était poli, presque triomphant. J'ai laissé le silence s'étirer, lui donner plus de poids que n'importe quel argument. Elle avait parlé par-dessus moi une fois, mais l'écho de la vérité gagnait en force ailleurs. Je suis sortie du cabinet sans me retourner. Au loin, des moteurs ronronnaient. J'avance lentement, délibérément, chaque pas me rappelant que j'étais encore là, entière. La maison que nous avions bâtie, la vie que nous avions partagée. De retour à la maison, je me suis attardée dans le silence, laissant l'odeur familière de l'après-rasage de Patrick m'atteindre, laissant les murs murmurer les vérités dites par l'amour. Je me suis dirigée vers son bureau, ouvrant le tiroir presque instinctivement. Mes mains ont trouvé une chemise manille que je n'avais jamais remarquée. L'intérieur se trouvaient des papiers que Patrick avait préparés lui-même, des projets de testament que je n'avais jamais vus, des notes griffonnées de sa main. Mon cœur s'est accéléré. J'ai lu chaque page avec attention. Une ligne s'est détachée, crue face au document soigneusement modifié que Rebecca avait présenté. Mon nom, Patrick avait voulu que je fasse partie du récit. Quelqu'un avait tenté de me retirer de l'équation, mais la preuve demeurait. Silencieuse, inébranlable, en attendant son heure. Assise dans le bureau, j'ai senti le premier frémissement du contrôle revenir. Je n'étais pas encore en sécurité, pas totalement, mais j'avais un point d'appui. Le silence que j'avais enduré, l'effacement auquel j'avais fait face, n'était pas la fin de l'histoire. Le testament, l'écriture de Patrick, tout témoignait que la vérité enfouie n'avait pas été éteinte. Et cette vérité, compris-je en reprenant mon souffle, j'ai refermé la chemise délicatement, comme s'il s'agissait de reliques fragiles, et je l'ai glissée dans un coffre où je garde les documents importants. Il ne s'agissait plus de rage ni de confrontation. Il s'agissait de présence, d'observation, de patience, et surtout d'être prête à reprendre ce qui avait été volé en silence. La tempête de 43 années de vie, d'amour et de dévouement
n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer sa montée silencieuse. La nuit qui suivit la découverte de la chemise, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé tiède, écoutant le léger bourdonnement de la ville en contrebas. Chaque souffle me rappelait le poids que je portais. J'ai relu les papiers, retraçant du doigt l'écriture de Patrick. Au matin, j'ai su que je ne pouvais pas agir seule. J'ai appelé Daniel Coe, un vieil ami de Patrick. Il a répondu à la deuxième sonnerie, la voix calme, mesurée. Quand je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé, « Retrouvons-nous demain matin », a-t-il dit. « Nous examinerons tout cela ensemble. » Son ton ne portait ni jugement ni surprise. J'ai senti poindre une lueur d'espoir. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un petit café près d'Elm Street, un endroit qui sentait le vieux bois et le café infusé. J'ai fait glisser la chemise vers lui, de l'autre côté de la table. Daniel n'a pas parlé tout de suite. Il l'a ouverte avec soin, ses yeux parcourant chaque page. Il s'est arrêté sur les annotations, sur les lignes barrées, sur les glissements subtils de formulation. « Ce n'est pas seulement négligé », a-t-il dit doucement, « c'est délibéré. Quelqu'un a voulu vous retirer de l'équation entièrement. Chier. » Nous avons parlé à voix basse, planifiant chaque étape avec prudence. La confrontation n'était pas encore une option. Il nous fallait des preuves, de la corroboration. Daniel a suggéré Lydia Velasquez, j'ai accepté. Elle pourrait nous guider, nous aider à naviguer les voies juridiques sans alerter Rebecca trop tôt. De retour à la maison, j'ai caché la chemise dans le coffre, sous la pile de vieux registres. Chaque fois que je la regardais, je sentais le poids de décennies de vie partagée et de dévouement peser sur moi. Mes mains me faisaient mal, non de l'âge, mais de l'effort à tenir ensemble la peine et la détermination. J'ai mené la journée comme si rien n'avait changé. Dès jeudi, Daniel avait contacté Al Givens, l'ancien conseiller fiscal de Patrick. Al a confirmé mes soupçons. Patrick l'avait rencontré plusieurs fois avant son hospitalisation, et tout cela m'avait été caché. Rebecca avait avancé avec une efficacité discrète. La réalisation piquait, mais elle a aussi cristallisé ma résolution. Plus tard dans la soirée, je suis retournée au bureau. Des dates étaient entourées, des noms notés. Les consultations avec Al étaient documentées. Une entrée ressortait, un dimanche soir, une petite trahison, presque imperceptible. J'ai alors su que Rebecca avait tout orchestré avec une patience calculée. J'ai rappelé Daniel. Nous avons discuté de la suite. En élaborant calmement la collecte de témoignages, la vérification de l'authenticité des documents et la préparation d'une éventuelle contestation. Pas de précipitation. La patience était notre allié. J'ai compris que mon rôle n'était pas seulement de récupérer ma part. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau et j'ai relu la chemise à plusieurs reprises. Là, chaque lecture des mots de Patrick. Ce n'était pas la vengeance. C'était la préservation. Je suivais les annotations, imaginant la main de Patrick se poser avec soin, assurant une protection là où elle était nécessaire. Dans cette réflexion silencieuse, je n'étais pas impuissante. Je n'étais pas effacée. Je me préparais, patiemment, à imposer la vérité avec une autorité tranquille. Le lendemain matin, j'ai rencontré Lydia Velasquez dans son cabinet. Elle a examiné les documents, écoute mon récit, nous avons évoqué des assignations, des dépositions. Sa présence me calmait, sa méthode méticuleuse donnant une structure à ce qui avait semblé chaotique. Chaque plan que nous formions était délibéré. De retour chez moi, j'ai feuilleté de vieux albums, non par nostalgie. Des photos de fêtes, de vacances, de petits moments quotidiens me ramenaient au sol. L'orchestration de Rebecca ne pouvait pas effacer ces souvenirs. Ils étaient à moi, indélébiles, un enregistrement d'années vécues ensemble. Le soir venu, le poids dans ma poitrine avait changé. La colère était toujours là, sourde et latente. La chemise dans le coffre, les plans avec Daniel et Lydia, des outils qui pouvaient rétablir l'équilibre, qui pouvaient garantir que ce qui devait m'appartenir, comme Patrick le voulait, en refermant le tiroir du bureau et en laissant la quiétude de la nuit envahir la pièce, les premiers mouvements avaient été faits, avec soin. Et dans ce silence, j'ai senti la première étincelle de justice se lever. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube, la maison encore enveloppée dans la pâle lumière d'un début d'hiver. Mes pensées foisonnaient de plans et de possibilités. J'ai relu la chemise, retraçant les mots de Patrick, notant les annotations délibérées. C'était comme s'il avait anticipé qu'on tenterait de m'effacer.
me laissant des cailloux blancs à suivre en temps voulu. Daniel est arrivé peu après 8 heures. Il est entré avec son calme habituel. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Chaque ligne, chaque signature, chaque annotation a été scrutée. Nous avons établi une chronologie. Quand les documents avaient été rédigés, chaque détail comptait, et ensemble nous avons tracé le chemin pour reconquérir ce qui m'avait été donné. En fin de matinée, j'ai contacté Lydia. Elle avait déjà entamé des démarches préliminaires auprès du tribunal des successions. La patience est la clou, m'a-t-elle rappelé. Chaque mouvement doit être délibéré. Se hâter, c'est perdre le contrôle. Ces mots ont conforté l'approche que j'avais déjà adoptée. Vers midi, j'ai reçu une visite inattendue. Ava Kendall, une ancienne connaissance de la famille, elle avait entendu des rumeurs sur les actions de Rebecca et, comme Daniel, le regard d'Ava était perçant, son attitude professionnelle. Mais il y avait une chaleur indéniable. Elle avait apporté des copies des mails et de communications internes. Nous nous sommes assises dans le bureau, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les rideaux. Ava a étalé les documents sur le bureau. Elle est minutieuse, a dit Ava calmement, mais elle vous a sous-estimé et elle n'a pas compté avec les preuves que votre mari a laissées. Les mots étaient simples, mais portaient le poids de l'assurance que j'attendais. En fin d'après-midi, j'ai pris un moment seul pour réfléchir. J'ai parcouru les pièces de la maison, chaque odeur et chaque texture familière. Les murs eux-mêmes semblaient murmurer des encouragements. La chemise dans le coffre, le soutien de Daniel, le soir venu, nous nous sommes réunis pour consolider nos découvertes. Daniel avait organisé la chronologie, Ava avait compilé ses preuves, chaque élément était une pièce d'une mosaïque plus vaste, une stratégie qui nous permettrait de contester les altérations non autorisées sans confrontation. Le pouvoir ne résidait pas dans la colère. J'avais appris depuis longtemps que la vraie force se mesure moins au volume qu'à l'endurance. La tombée de la nuit, je me suis assise près de la cheminée avec une détermination calme. J'ai relu les lettres de Patrick, notant les indices subtils qu'il avait laissés. Chaque ligne témoignait de sa prévoyance et de son soin, afin que je puisse agir si nécessaire. Le silence de la maison ne m'oppressait plus. La première étape de notre plan était claire. Rassembler les preuves. Il n'y aurait pas d'acte impulsif, pas d'éclat émotionnel. Chaque geste serait délibéré, chaque choix intentionnel. J'ai compris alors que la patience silencieuse cultivée pendant des décennies servirait à la fois de bouclier et d'épée. Quand je suis allée me coucher, la maison était paisible. La tempête déclenchée par l'annonce de Rebecca était loin d'être finie. J'avais les preuves, j'avais des alliés et, surtout, j'avais la clarté de savoir que le silence, la patience et l'action réfléchie, l'histoire se déroulait. Et j'étais prête à y reprendre ma place. Le lendemain matin, je suis retournée au bureau avec un regain de concentration. La chemise était posée sur le bureau. Ses bords, usés par les manipulations répétées, j'ai revu chaque document, croisant dates, signatures et annotations avec les emails qu'Ava avait fournis. Chaque incohérence, chaque irrégularité était notée méticuleusement. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ma part. Daniel est arrivé en fin de matinée, portant une nouvelle liasse de documents du tribunal. Il les a étalés sur la table. Soulignant des dépôts, il pensait pouvoir vous effacer, a-t-il dit calmement. J'ai acquiescé, sentant une résolution sereine. Les pièces s'imbriquaient, et notre chemin se dessinait. Nous avons décidé de voir Lydia ensuite. Elle avait déjà commencé à rédiger des demandes de déposition et d'assignation, ciblant des témoins capables de confirmer les intentions de Patrick et les modifications non autorisées. Lydia a insisté sur l'importance de la discrétion. Chaque étape doit être calculée. Patience et précision sont vos meilleurs alliés pour l'instant. Ces mots ont renforcé la stratégie que nous élaborions depuis plusieurs jours. De retour chez moi, j'ai passé le début d'après-midi à relire les notes personnelles de Patrick. Son écriture était précise. Chaque annotation délibérée. Certaines lignes avaient été barrées, mais des empreintes légères demeuraient. Une note en particulier ressortait. Elle confirmait ce que Daniel et Ava soupçonnaient. Plus tard, Daniel et moi nous sommes retrouvés pour rassembler toutes les preuves. Nous avons créé une chronologie détaillée. Chaque entrée était recoupée avec email. Le processus était méthodique, délibéré et épuisant. Je n'étais plus une simple spectatrice. L'approche du soir, j'ai fait une promenade tranquille dans le jardin.
La lumière déclinante jetait de longues ombres sur les allées et l'air était vif, annonçant l'hiver. J'ai réfléchi à la planification soigneuse que nous avions menée, aux alliés amicheteux et aux preuves laissées par Patrick. Chaque pas, chaque observation nous conduisait vers le moment, la nuit tombée, nous avions finalisé notre stratégie préliminaire. Lydia avait tracé les manœuvres juridiques. Chaque élément s'alignait, témoignage d'une planification minutieuse et d'une patience inébranlable. J'ai compris que la phase suivante exigerait une précision calme, laissant émerger la vérité sans confrontation inutile. Assise dans le bureau, j'ai ressenti une satisfaction discrète. La tempête de la trahison était toujours là. La prévoyance de Patrick, alliée à une préparation méticuleuse et au soutien de personnes de confiance, avait tracé un chemin clair. La justice, silencieuse mais inévitable, commençait à prendre forme. Avant d'aller dormir, j'ai relu une dernière fois la chemise. Les pages vibraient d'un but, chaque ligne rappelant que patience et action mesurée pouvaient surmonter eux-mêmes les tentatives les plus calculées d'effacement. Les prochaines étapes seraient délibérées, et dans cette certitude, j'ai trouvé non seulement le calme, mais une détermination grandissante. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les rideaux. J'avais à peine dormi, retournant stratégie et parade dans mon esprit. Aujourd'hui marquerait le début de la phase la plus critique. Les preuves rassemblées et l'accompagnement juridique en place. Daniel arriva tot, comme toujours, avec un exemplaire soigneusement annoté des documents. Il les étala sur la table, soulignant les principales incohérences. « Nous avons tout ce qu'il faut », dit-il d'une voix stable. « 13 ans. C'est une question d'exécution, précision et patience. Aucun faux pas. » J'ai hoché la tête, comprenant que notre démarche devait rester mesurée, contrôlée, inflexible. Plus tard dans la matinée, nous avons programmé une déposition avec Ava Kendall. Son témoignage était crucial. Lydia nous a guidés dans la procédure. Chaque question, chaque réponse était formulée pour éclairer la vérité sans susciter de conflit inutile. La mi-journée, nous avons présenté des premières conclusions à l'équipe juridique. Les incohérences, les altérations non autorisées, chaque document, chaque email, chaque témoignage renforçait le récit que nous avions patiemment assemblé. Je suis restée posée, consciente que le moindre signe d'irritation pourrait fragiliser notre position. La force, me rappelai-je, se mesure en résolution tranquille. L'après-midi, j'ai assisté à une réunion de la Fondation. La salle était formelle, l'air chargé d'anticipation. Rebecca était présente, la matrice d'elle-même impeccable. Des documents ont circulé, les questions ont été posées, nulle nécessité de scène. Chaque révélation, livrée sans emphase, portait sa propre gravité. Au fil de la réunion, le témoignage d'Ava confirma les manipulations. Le masque poli de Rebecca se fissura légèrement, imperceptible aux yeux non avertis, mais évident pour ceux qui en connaissaient les enjeux. Le conseil de la Fondation commença à prendre acte de la réalité. Le soir venu, la déposition prit fin. La pièce demeura silencieuse. Je suis rentrée avec un calme satisfait. L'étape initiale de l'exécution avait réussi. Assise dans le bureau, j'ai repensé aux événements du jour. Patience, préparation et action délibérée avaient porté la justice là-haut. La prévoyance de Patrick, alliée à une stratégie méticuleuse et à des alliés de confiance, et dans le calme du soir, j'ai ressenti pour la première fois depuis la lecture du testament une véritable puissance. Les mois qui suivirent s'écoulèrent avec un rythme régulier, délibéré. Les requêtes, les dépositions et les réunions silencieuses se succédaient comme des saisons. L'assurance initiale de Rebecca s'est érodie. La succession fut suspendue jusqu'à ce que le tribunal examine l'authenticité des modifications. Ce ne fut pas l'apothéose vengeresse qu'on attend dans les histoires. Ce fut plutôt un patient détricotage des mensonges. Quand le juge a finalement statué que les changements contestés n'avaient pas d'autorisation régulière, j'ai ressenti un calme presque physique. La décision a restauré non seulement des documents et des comptes, il n'y eut aucun triomphe ostentatoire. Pas de déclaration publique. Seulement un greffier déposant dans mes mains une page tamponnée, un sceau officiel qui parlait plus fort que n'importe quel cri. J'ai lu les mots et les ai laissés infuser lentement. Dans notre affaire, la justice avait été patiente et discrète. Rebecca n'a pas fait de scène.
Sa posture est restée réservée, son sourire matrisi, mais il y eut des moments où le masque glissa. En privé, elle parlait avec moins de certitude. Je n'ai jamais cherché à l'humilier. Je voulais que la vérité soit reconnue et que les intentions de Patrick soient honorées. La nuance est subtile, mais elle comptait. Prendre de la distance avec quelqu'un n'a pas à être un acte de cruauté. Cela peut être l'occasion d'apporter clarté et équité là où le foyer est resté le lieu où s'opérait le véritable travail de reconstruction. Je passais mes matinées au jardin à soigner les rosiers que Patrick avait plantés des décennies plus tôt. Chaque floraison ressemblait à une petite reconquête, une preuve douce que la beauté survit à des saisons de négligence et de lutte. J'ai commencé à organiser le bureau, à placer les documents validés dans un nouveau coffre et à tout étiqueter soigneusement. C'était un rituel de préservation plus que de possession. Les relations familiales ont changé en douceur. Certains proches ont tendu la main avec des excuses timides et des conversations maladroites qui ont mis du temps à devenir sincères. Quelques voix lointaines, autrefois indifférentes, mes petits-enfants sont venus plus souvent, curieux d'histoires qu'ils n'avaient connues qu'en fragments. Je leur ai parlé des petites choses que Patrick aimait, de recettes, de sa manière obstinée de couper les citrons pour le thé. Voilà les fils qui rapiècent une famille. Des habitudes simples et des souvenirs partagés qu'aucun document ne peut réécrire. J'ai appris que le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon était un choix que je pouvais faire pour m'alléger. La mémoire de la trahison et celle du soin pouvaient coexister dans la même maison. J'ai choisi de me souvenir des deux, de laisser la douleur instruire et l'amour guérir. Quand des conversations avec Rebecca ont eu lieu, elles ont été mesurées. J'ai parlé clairement de la blessure et de la rupture de confiance. Elle a écouté, et j'ai vu par moments une honnêteté dans ses yeux qui laissait penser qu'elle commençait à comprendre la profondeur de ce qu'elle avait tenté d'effacer. Il y avait aussi des questions pratiques à régler. Nous avons réorganisé la fiducie d'une manière qui respectait les souhaits de Patrick et assurait des protections pour l'avenir. Lydia nous a guidés pour des amendements comprenant une surveillance claire et des procédures transparentes. Daniel a aidé à rapprocher les comptes et à consulter Al pour confirmer les implications fiscales. C'étaient des tâches administratives. Chaque correction d'écriture, chaque signature vérifiée, au fil des saisons, la maison a changé. L'air y était plus léger. Je me retrouvais à m'asseoir près de la fenêtre en fin d'après-midi. Des photos bordaient la cheminée, des visages souriants dans des cadres baigneux de soleil. Je suivais leur bord du bout du doigt et me souvenais que chaque image attestait d'une vie partagée. Les petits-enfants ont appris à écouter. Ils posaient des questions sur la patience et sur une force qui ne rugit pas. Je leur racontais des histoires de petites résistances, sur la manière dont un seul document peut compter autant qu'une vie de soins. Et ils hochaient la tête avec une maturité surprenante. Dans leurs visages, je voyais l'avenir de la famille, le soir, des amis et des voisins, la communauté, qui s'était un temps éloignée par politesse. Nous parlions de résilience et de ces petits gestes d'attention qui soutiennent quand le monde vacille. Il n'y avait rien de spectaculaire dans nos rencontres. Au bout du compte, ce qui compte le plus n'a pas été la victoire juridique en soi. Cette affirmation m'a permis de reprendre ma place dans la famille. J'ai choisi de veiller à l'héritage qu'il avait voulu pour que les générations futures connaissent la vérité sans avoir à la défendre devant des tribunaux. S'il y a une leçon discrète à partager, les années de soins, patientes et constantes, finissent par composer une vie qui ne serait écrite pas aisément. Quand des voix tentent de faire taire cette vérité, la patience et l'attention minutieuse agissent comme une lumière. Souvent, je m'assois maintenant sur la véranda à la fin de l'après-midi, une tasse de thé, réchauffant mes mains, à regarder le soleil se glisser derrière les arbres. La maison bourdonne des sons ordinaires de la vie. La tempête est passée, non parce qu'il y a eu une confrontation dramatique. Je respire, et dans ce souffle, il y a à la fois chagrin et immense gratitude. L'héritage demeure, intact et honoré.